avec différents chercheurs, collègues des différentes universités, donc Philippe Benoît-Conté, Elisabeth Gressler, Marie-Ève Goyer, Sue-Anne MacDonald, Annie Fontaine et Caroline Grimard. Et tout un personnel de recherche qui a travaillé ou travaille encore à cette équipe, donc Stéphanie, Isabelle, Vanessa, Joséanne, Hélène, Guylaine, Stéphanie, autre Stéphanie, Zoé, Marie-Lou, Karine et Joanne. Donc, toutes ces personnes-là ont travaillé fort et tout au long de cette année. Et pour l'idée de cette recherche-là, au départ, elle était de faire trois, puis je ne vais pas me dire vagues pour ne pas mélanger les choses, mais trois phases de recherche. Donc, une première à l'été dernier pour regarder les premiers temps de la première vague et les enjeux de cette réorganisation. Puis une deuxième qui s'est déroulée dans l'automne et l'hiver pour comprendre comment, et en allant vers des entrevues plus en profondeur avec certaines initiatives pour essayer de comprendre les initiatives qui étaient mises en place. Et dans nos grands espoirs, au moment où on avait déposé la demande, donc ça date de avril 2020, au tout début de la pandémie, on s'était dit on fera une troisième phase de méthodologie de recherche pour comprendre l'après-pandémie. Malheureusement, vous comprendrez comme nous qu'on n'est pas tout à fait encore dans l'après de la pandémie et que très certainement, en tout cas, on cherche des financements pour avoir une phase 4 après la pandémie, le jour où ça sera le temps de travailler à cet après de la pandémie. Mais nous avons donc réalisé durant l'été des entrevues avec des répondants, des intervenants, généralement une partie de ceux qu'on avait rencontrés à la première phase ou à la deuxième phase. Et l'idée, c'était avec vous de faire le point aujourd'hui avec ces résultats préliminaires sur le bilan de 18 mois de pandémie dans un contexte où effectivement il y a eu des réorganisations des services, mais aussi finalement une perpétuation de nouvelles formes d'intervention, de nouveaux services dans le contexte de la pandémie. Et c'est ce dont va vous parler Isabelle. Alors, juste vous dire qu'on va faire une présentation d'une trentaine de minutes et que par la suite, on vous mettra dans des petites salles pour discuter. L'idée, c'est de faire ce premier bilan. Vous avez aussi peut-être, et merci à beaucoup d'entre vous qui ont répondu à notre deuxième sondage cet été. Nous avons eu plus de 200 finalement personnes qui ont répondu à ce sondage-là. On va faire aussi encore, on est en train de les analyser, notamment Hélène. On vous fera donc aussi un autre webinaire très certainement à la fin novembre sur ces résultats du sondage. Mais là, on voulait partager avec vous le discours et les premières analyses qu'on a sur ce bilan des 18 mois de pandémie. Puis rappeler, parce que j'ai vu qu'il y avait... peut-être rappeler juste, au cas où j'oublierai tout à l'heure à la fin si ça va trop vite, qu'il y a aussi un forum de la coalition Jeunes Plus qui se déroule le 18 et 19 novembre. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut mettre un lien sur ce forum-là ou sur les modalités d'inscription dans le chat, ça serait le bienvenu. Mais vous annoncez qu'il y a aussi cet événement qui entoure l'itinérance, même si ce n'est pas juste sur la COVID, mais qu'il y a un événement, puis ils sont trop rares en matière d'itinérance pour ne pas les souligner. Donc voilà, vous annoncez quelque part qu'il y a aussi ça le 18 et le 19. Donc je cède la parole à Isabelle et merci pour tout. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça va être d'une part la méthodologie. La présentation apporte surtout dans la période hivernale. À un moment donné, on va parler un petit peu du début de la pandémie. Là, on va le mettre en perspective, mais c'est vraiment surtout la période hivernale. On va regarder au niveau du portrait et des enjeux qui entourent au niveau des personnes en situation d'itinérance. Et après, en fait, plus tout ce qui touche les collaborations. Et c'est en fait ces derniers points avant qu'on arrive à notre question pour réfléchir.
Donc, en fait, si on reprend la méthodologie qui a été faite, c'était d'abord les données des entrevues, comme a dit Céline, surtout entrevues qui ont été faites auprès de gestionnaires et de coordonnateurs d'organismes communautaires, mais aussi de différents CIS et SIUS. Mais on complète aussi cette présentation avec quelques données du sondage web que Hélène a réalisé. Et là, les personnes qui ont répondu au sondage web, c'était principalement des intervenants sociaux et des gestionnaires d'organismes communautaires, de CIS et de SUS. Et comme je vous disais, en fait, je veux vraiment axer la présentation sur la période hivernale. Donc, les défis de la période hivernale. Ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est ce qu'on retrouvait un petit peu partout, là, c'était tout d'abord, et beaucoup de répondants nous l'ont dit, c'est l'essoufflement des équipes de travail, là, en raison de plusieurs facteurs, notamment le roulement de personnel, le manque de personnel, mais surtout de personnel formé, l'essoufflement aussi qui était en lien avec avant la pandémie, mais qui s'est accentué en fait avec la pandémie qui se rallonge dans le temps et en fait essoufflement qui est encore plus grand depuis l'hiver dernier, comme si en fait l'adrénaline était retombée et puis ça laissait toute la place à la fatigue. Ce qu'on retrouve aussi, qui est plus commun un peu partout, c'est le respect et les ajustements aux mesures sanitaires qui se sont tenues en fait partout, mais que certains nous ont dit que c'était plus difficile dans les régions parce qu'il y a eu peu de cas. Ça a aussi été plus difficile avec les ajustements quand il y a eu des changements de zone. Donc, il y a eu des pressions sur les organismes pour adapter constamment les façons de faire. Donc, à chaque fois, c'était des allers-retours. Et donc, il y a certains endroits pour faciliter certains organismes qui ont décidé justement de maintenir les règles plus strictes, en fait, pour pouvoir éviter de jouer au yo-yo entre les changements de zone. Ce qui se démarque, par contre, au niveau des régions, parce que c'est à travers tout le Québec, il y avait vraiment une fluctuation dans la fréquentation des ressources. Autant il y a des organismes qui ont connu des baisses importantes de leur fréquentation et autant d'autres débordaient. Donc là, c'était vraiment complètement différent. Il y avait aussi une ouverture, avec l'ouverture des milieux de bas seuil, donc comme les hébergements et les haltes chaleur. Ça a engendré beaucoup de défis à divers niveaux. Donc, si je donne quelques exemples seulement, c'est par exemple les ressources humaines qui étaient pas suffisamment nombreuses, pas forcément formées. Là, au niveau de l'intervention en lien avec la consommation de drogue ou les crises. Et aussi, des fois, il y a des intervenances, il y avait comme une perte de sens. Puis il y a aussi des enjeux au niveau de la collaboration, mais je ne veux pas rentrer du tout dedans parce qu'en fait, on va avoir un atelier de réflexion qui va être vraiment consacré à ce thème-là, en fait, des milieux bas seuil. Et on va vous envoyer les invitations dans les prochaines semaines. Si on en arrive au couvre-feu spécifiquement, là, quand on regarde au niveau des ressources et de leur personnel, ce que le sondage web a amené, a montré, en fait, c'est qu'il y avait 38% des répondants qui disaient que le couvre-feu a eu un impact sur l'offre de services et de leur organisation. 59% ont modifié au moins un de leurs services. Alors là, les réponses étaient très variées, mais surtout, ça concernait les horaires et le travail de rue. Il y en avait un peu plus de 14% qui ont augmenté en fait de un ou plusieurs services. Donc, par exemple, des organismes qui ont fait du dépannage alimentaire alors que ce n'était pas dans l'offre de services avant la pandémie. Il y a 20% aussi qui ont mis en place un ou plusieurs services comme une halte chaleur et 20% qui ont diminué par contre de un ou plusieurs services. C'était surtout les activités en milieu de vie. Et enfin, il y en a quand même 7% qui ont dû arrêter un ou plusieurs de leurs services. Et ça, c'était vraiment plus lié aux activités sociales. Si on regarde ce que les entrevues avec les acteurs clés, donc les gestionnaires et les responsables d'organismes, ce qui ressort, en fait, c'est qu'ils ont nommé différents défis pour les travailleurs et les ressources. Donc, notamment le fait que les intervenants qui faisaient de la outreach se faisaient intercepter par les policiers. Mais principalement ceux qui font de la outreach, mais aussi les autres intervenants. Il y avait un surnombre et des listes d'attente pour l'hébergement pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance avaient un endroit où rester pendant justement les heures du couvre-feu. Et aussi au niveau des collaborations, incluant la collaboration avec les policiers et la planification par rapport à l'adaptation des services pour vraiment s'assurer que tout le monde avait une place pour aller quelque part.
Dans les entrevues, en fait, ce qui ressort aussi, c'est qu'il y a de nombreux sont les organismes qui ont dû faire des attestations là, pour autoriser le personnel ou les personnes en situation d'itinérance à sortir, mais que ces attestations-là ont été peu utilisées. Et également, en fait, qu'il y a eu d'autres stratégies qui ont été développées, dont les principales, comme par exemple adapter les horaires. Les organismes aussi ont collaboré avec la police, chose que ce n'était pas forcément ce qu'ils faisaient avant, les haltes de nuit et le travail de rue. Si on regarde maintenant le couvre-feu, mais par rapport aux personnes en situation d'itinérance, ça a vraiment amené différents défis. Notamment, ça a nuit aux stratégies de survie, aux abris de fortune, au fait de dormir dans la rue, etc. Ça, c'était plus les répondants qui nous disaient ça. Les habitudes et les routines ont été entravées pour les personnes en situation d'itinérance, mais surtout pour les personnes qui consomment des drogues, les travailleurs, les travailleuses du sexe, les personnes en situation de vulnérabilité de logement, donc qui avaient un logement, mais qui sont en situation de vulnérabilité de ce côté-là. Et aussi, en fait, selon les perceptions des acteurs clés, en fait, il y a eu peu de constats d'infraction qui auraient été donnés après l'annonce de l'exception des personnes en situation d'itinérance et le couvre-feu, donc l'annonce avec le go. Mais par contre, il y a quand même des constats d'infraction qui ont été donnés, et dans certaines régions plus que d'autres. Et d'ailleurs, il y a même certaines régions, les policiers utilisaient même d'autres motifs, mais en fait, c'était toujours un petit peu en lien avec le couvre-feu. Mais des fois, ils tournaient avec d'autres réglementations. Si on regarde au niveau des répondants là, du questionnaire du sondage web, il y en avait quand même plus de 67% qui ont affirmé que le couvre-feu a eu un impact sur les personnes qui utilisaient leurs services et les services de leur organisation. Ils constatent en fait une augmentation des comportements suivants. Alors, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. C'est qu'il y avait 46% de personnes qui faisaient plus appel, qui n'avaient plus recours au service. Pour 50%, il y avait un isolement dans des lieux qui étaient non destinés à l'habitation, comme on peut penser aux toilettes chimiques, aux immeubles désaffectés. Il y avait plus de 69% qui se sont isolés dans des répondants qui disaient qu'il y avait des personnes qui se sont isolées dans des milieux de vie non sécuritaires, comme vivre dans un milieu violent. Et en fait, pour 72%, c'était des pratiques de consommation à risque que ça a amené, donc le fait de devoir consommer seul ou de diminuer en fait l'utilisation des sites d'injection supervisés. Maintenant, on en arrive aux éclosions et à leur impact. Donc, généralement, en fait, ce qu'il faut dire au niveau de la COVID, il y a eu peu ou pas de cas en fait de COVID. Et le sondage corrobore vraiment les informations qui ont été obtenues dans les entrevues. Donc, quand il y avait des cas, par contre, ça a été géré rapidement et les éclosions ont été vraiment évitées. Et quand il y avait des éclosions, on voit qu'au début, et ce que vous voyez en fait à l'écran, c'est qu'au début de l'hiver, donc la colonne de gauche, ça a vraiment affecté la capacité des organismes à offrir leur offre de service. Donc, vous voyez, il y a 35% qui ont modifié leur service et 23% qui ont carrément arrêté. Mais on voit qu'au printemps, donc dans la colonne de droite, l'adaptation était encore et toujours présente, mais ça a moins affecté les services. Si vous regardez justement au niveau de la diminution des services, donc il y a 22%, alors que la période d'avant, c'était 23%, donc ça se ressemble beaucoup. Ce qui ressort en fait principalement des entrevues, c'est que les cas étaient le plus souvent liés au personnel plutôt que chez les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'était vraiment plus le personnel qui testait positif. Ça, en fait, ça a contribué justement à l'épuisement des ressources humaines et à l'absentéisme, d'une part en raison des tests, mais aussi parce que en fait, les intervenants ou les intervenantes avaient des enfants qui étaient cas contact. Donc, ça fait que ça a aussi participé à cet absentéisme, mais aussi à cet épuisement des ressources. Au niveau des mécanismes de dépistage et d'isolement, en fait, ce qu'on a entendu, c'est que c'était vraiment généralement efficace. Les lieux d'isolement ont été peu ou pas utilisés dans plusieurs régions. Et si on regarde vraiment spécifiquement dans les régions éloignées, il y a eu des délais pour recevoir les résultats de tests, ce qui a allongé inutilement le confinement et le délai pour avoir accès à de l'hébergement dans certaines ressources qui exigeaient, elles, un résultat négatif. Au niveau de la vaccination, donc là, le sondage nous montre qu'il y a des enjeux de logistique pour la vaccination des personnes en situation d'itinérance.
il y a vraiment un désaccord quant à l'ordre de priorisation de la vaccination. Donc, par exemple, le communautaire qu'il recevait après l'institutionnel, ou alors les gestionnaires et le personnel administratif qu'il recevait après les intervenants alors qu'ils travaillaient dans les mêmes ressources. Et aussi le fait que les personnes vulnérables et utilisatrices de services en lien avec l'itinérance n'étaient pas en fait prioritaires par rapport à la population générale. Et le sondage corrobore en fait ce qui a été entendu dans les entrevues. Et dans les entrevues, en fait, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il y avait quand même des formules gagnantes. Ce qui a aidé vraiment à la vaccination, c'était notamment le fait de vacciner à l'intérieur des organismes ou aussi d'offrir des fois même de la nourriture ou d'autres choses en fait pour inciter les personnes à se faire vacciner, mais également le fait d'offrir de l'accompagnement pour aller au sans rendez-vous. Par contre, une chose qui ne fonctionne vraiment pas, puis je pense que je ne vous l'apprendrai pas, c'est que le fait de donner deux doses, un vaccin de 2 doses à des personnes qui ont de la difficulté à garder leurs documents, c'est vraiment pas du tout adapté. Donc, maintenant, si on en vient au niveau du portrait des personnes en situation d'itinérance, quand on demandait aux répondants, est-ce qu'il y a des nouveaux visages, ben ça a vraiment été très varié, les réponses. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous voyez à l'écran les différentes, oui, des nouveaux visages. Mais en fait, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit non, ce n'est pas forcément des nouveaux visages, en fait. C'est plutôt que c'est comme une forme de migration. Puis par migration, ce qu'on entend, c'est vraiment aussi bien les déplacements entre quartiers dans une même ville, mais aussi déplacements entre des régions. Mais en fait, pour les répondants, pour ces personnes-là ne semblaient pas être des nouvelles personnes en situation d'itinérance. Par contre, ce qui semble ressortir, c'est vraiment qu'on voit plus les personnes en situation d'itinérance. Parfois, en fait, peut-être parce que ces personnes pouvaient peu ou pas fréquenter les ressources, par exemple, celles qui campaient ou celles qui faisaient du couchsurfing, donc le fait de ne plus pouvoir en faire avec les couvre-feux, etc., on les voyait plus. Et donc, ça les a donc conduites, ces personnes-là, vers les ressources. Là, maintenant, si on regarde au niveau des enjeux vécus pour les personnes en situation d'itinérance, alors tout d'abord, on l'a divisé en trois formes, là, donc sur le point de vue de la sécurité, par exemple, notamment ce qui a trait aux femmes victimes de violences conjugales, enfin de violences générales, mais pas forcément conjugales, mais ce que ça a amené, c'est vraiment un enjeu de sécurité dans les refuges d'urgence, aussi bien pour les femmes, mais aussi des fois pour les organismes en tant que tels, là. Et sinon aussi une augmentation de l'agressivité et de la violence dans la rue, mais aussi dans les ressources d'hébergement d'urgence. On nous a beaucoup parlé d'augmentation de la violence. Au niveau de la santé, c'est avec le fait qu'il y ait des drogues différentes, dangereuses, de mauvaise qualité. Donc ça a eu un impact en fait sur les personnes. Une augmentation de la détresse et des difficultés, et surtout au niveau de la santé mentale. Et aussi le besoin de lieux pour se déposer 24 heures, 7 jours, comme des haltes chaleur, des centres de jour, des centres de soir, des centres de nuit. Au niveau de la dignité, là, en fait, c'est plus tout ce qui est l'occupation de l'espace public et l'enjeu d'accès aux installations sanitaires, donc le fait de ne pas avoir recours aux services. Mais si on regarde un petit peu, il y a aussi plusieurs éléments qui sont mis ensemble, là, parce que ce n'est pas des éléments complètement isolés. Donc, en fait, il y en a plusieurs mis ensemble, ça a montré une aggravation des situations. Ce qu'on a beaucoup entendu parler, c'était vraiment des problèmes de santé mentale, donc avec le fait qu'il y ait des arrêts des suivis au niveau de la santé mentale et puis au niveau des suivis, des services, mais aussi tout ce qui est en lien avec la consommation de drogue. Ça peut agir sur le comportement, mais aussi parce que les personnes se retrouvent en fait à devoir partager le même espace en tout temps. Ajouter à ça, en fait, un stress ambiant de la pandémie, donc puisque tout le monde en parle, on en entend parler tout le temps, il y a moins de services, il y a plus de règles à respecter. En fait, tout ça, ça fait en sorte que ça augmente les tensions. Sans compter, en fait, la crise du logement qui sévit, donc qui rajoute encore une autre dose, en fait, à ça. Donc, ensemble, en temps de pandémie, juste avant d'en arriver et pour finir sur tout ce qui est collaboration, là, un petit rappel, au début de la pandémie, en fait, on a vu beaucoup de solidarité pour faire face à la crise, aussi bien solidarité dans la communauté qu'entre les différents acteurs impliqués en itinérance. Mais ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que les solidarités, elles se sont essoufflées au fil du temps, parce que la pandémie est continue. Et cet essoufflement, en fait, a lieu vraiment dans certains secteurs. Ce n'est pas partout, mais c'est quand même dans certains endroits. Puis maintenant, on va voir ça de plus près.
Au niveau des défis et enjeux, donc tout d'abord, si on regarde d'un point de vue de la cohabitation, ce qu'on s'est fait dire lors des entrevues qui ont été menées à l'hiver, c'est qu'il y a de nombreux défis et d'enjeux liés justement à la cohabitation qui ont émergé dans le discours des personnes qu'on rencontrait. Donc, d'une part, entre la population générale et les personnes en situation d'itinérance, on s'est fait dire, bon, il y a une plus grande visibilité de l'itinérance qui dérange. Et ça, c'est à cause de plusieurs choses. Donc, d'une part, à cause du confinement, et on voyait surtout les personnes en situation d'itinérance dans les rues, à cause de la création de services aussi en itinérance pour faire face à la crise, qui engendre une concentration de personnes en situation d'itinérance à certains endroits, et parfois même dans des secteurs qui ne sont pas habitués à la présence des personnes en situation d'itinérance. Donc ça amène vraiment, en plus, le fait qu'il y ait des personnes qui soient dans d'autres endroits, ça amène aussi des fois des pratiques illégales que ces personnes peuvent faire, donc comme des méfaits, des ventes de drogue, etc. De la vente de drogue. Donc, ça fait que tout ça participe un petit peu à la vision au niveau des personnes, de la population générale. Mais c'est aussi, on s'est fait dire aussi que c'est aussi en raison du démantèlement des campements et des abris de fortune et de la crise du logement. Tout ça, en fait, ça amène aussi à une irritabilité généralisée. La population, en général, en a assez de la Covid et donc, ça amène qu'elle soit moins tolérante vis-à-vis des personnes en situation d'itinérance, alors qu'elle l'était beaucoup plus au début de la pandémie. Donc, tous ces facteurs, ça engendre une augmentation des plaintes des citoyens, de l'intolérance qui met de la pression sur les villes et les municipalités qui, elles, en fait, les villes veulent éliminer l'itinérance de leur territoire. Donc, ça conduit à une plus grande mobilisation des services de police, mais aussi à la création de cellules de crise ou d'équipes spéciales pour calmer et résorber les conflits, et aussi à des difficultés à faire renouveler les baux ou les ententes de prêt de bâtiments pour les ressources nouvellement ouvertes. On pense justement aux ressources d'hébergement d'urgence qui étaient, par exemple, dans certains endroits, puis qu'après, on ne peut pas renouveler le bail. Si on regarde la cohabitation entre les personnes en situation d'itinérance et les organismes, parfois, il y a certains organismes qui veulent aussi éliminer, je mets des guillemets, l'itinérance de leur secteur, donc qui veulent sortir à tout prix les gens de la rue, qui embarquent dans la logique des municipalités. Mais parfois, c'est aussi la fatigue et l'irritabilité mutuelle qui engendrent des tensions et des conflits. Et parfois, c'est l'absence de formation ou le changement de population ou de personnel qui fait que le personnel, par exemple, qui est habitué à du haut seuil et qui doit intervenir en bas seuil, c'est pas du tout les mêmes choses. Donc, tout ça, ça peut amener vraiment des tensions et des problèmes des tensions, en fait, entre les personnes en situation d'itinérance et les organismes. Et quand on regarde la cohabitation en lien avec les organisations, là, entre organismes, parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que sur un petit territoire, il y a une proximité entre différents organismes qui ont des missions et des philosophies différentes qui amènent une cohabitation de différentes clientèles, de différentes populations, plus ou moins compatibles. On peut penser, par exemple, à la réadaptation en dépendance qui s'est retrouvé en fait près d'un ressource d'hébergement d'urgence bas seuil qui a été ouvert pendant la pandémie. Tout ça, ça a entraîné des tensions. Au niveau de la collaboration, alors déjà, avant de regarder les défis, il faut quand même rappeler qu'il y en avait quand même des collaborations qui restent bonnes. Donc, il y en a quand même plusieurs qui nous l'ont dit. Parfois, par contre, elles sont plus difficiles, entre autres avec certaines municipalités. À l'occasion, là, des fois, on nous a pointé un peu plus les municipalités, que c'était avec elles qu'il y avait un peu plus de difficultés. Il y a des enjeux au niveau de la mobilisation et de la collaboration entre les partenaires intersectoriels. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que parfois, il y a un ralentissement de l'investissement dans certains acteurs. Donc, tous les acteurs, mais notamment les municipalités. Alors, des fois, il y en a certains qui se retirent un petit peu, là, maintenant, depuis comparativement au début de la pandémie. Et puis, il y a aussi des enjeux de responsabilité, en fait, à qui revient de gérer l'itinérance, quelles infrastructures, etc. Par exemple, on s'est fait dire qu'il y a des fois des villes qui appellent des organismes pour régler tous les problèmes, des organismes communautaires. La responsabilité, en fait,
le fait que les personnes en situation d'itinérance soient plus visibles et tout est vraiment renvoyé au réseau de la santé et des services sociaux, en fait. Les villes, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent de la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux, ou alors, sinon, au contraire, carrément, elles se dégagent complètement de toute responsabilité. Puis, il y a aussi un décalage dans l'arrimage des partenariats santé versus les autres secteurs d'activité. Et ça à deux niveaux. Je vous explique. Donc, le premier niveau, en fait, c'est par exemple sur le plan du marché privé, les hôtels, en fait, qui étaient réquisitionnés pour faire des zones oranges, etc., qui veulent reprendre leurs chambres pour rouvrir les zones, là, en fait, qui veulent rouvrir leur chambre d'hôtel, leur repartir, alors que les organismes en itinérance continuent, eux, à gérer. Ils sont toujours dans la gestion des crises, la gestion de la pandémie, etc. Donc, on est vraiment dans deux choses complètement différentes, mais aussi, ça se retrouve même entre les institutions. Si on regarde, par exemple, le ministère de la Justice du Québec qui veut reprendre le dossier, par exemple, de redéployer des tribunaux sociaux, alors que le ministère de la Santé et des Services sociaux est toujours dans la gestion de la pandémie. Donc, en fait, on est vraiment c'est comme s'il y avait deux vitesses de deux plans, en fait, deux niveaux, et comme si on s'est même fait dire que c'est comme si on n'était pas dans le même monde. Je vais dire ça comme ça. Et enfin, pour terminer, plus spécifiquement, ce qu'on s'est fait dire, c'est que parfois, en ce qui touche les personnes autochtones, autochtones et allochtones, il y a des fois des difficultés, en fait, sur le plan des collaborations, des communications et du partage des responsabilités entre, justement, ces différentes communautés autochtones et allochtones. Ce n'est pas partout, mais c'est quand même ressorti aussi. Donc, pour conclure, en fait, ce que je dirais, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que d'une part, il y a eu peu d'éclosions, il y a eu la vaccination, donc il n'y a pas eu vraiment de différence majeure entre les personnes en situation d'itinérance et la population générale. En fait, au niveau de la vaccination, tout le monde l'a eu quasiment en même temps, alors que pourtant les services en itinérance étaient considérés essentiels. Le social sur le carreau, ça ne fait pas la une des journaux. Ça, en fait, c'est on entend beaucoup parler de la santé, donc tout ce qui est infirmière, etc. Et puis, c'est tout à fait normal qu'on entende beaucoup parler. Mais par contre, on entend peu parler justement dans les médias, etc., de l'épuisement des équipes, de tout ce qui est services sociaux. Et donc, comme on vient de voir aussi, il y a eu toute une augmentation des tensions, notamment entre les différents niveaux, les personnes en situation d'itinérance, avec la population générale, etc., mais aussi dans les organismes. Et il reste aussi des défis pour pouvoir continuer à être solidarisés. Donc, en fait, maintenant, ça nous amènerait à la question dans le sous-groupe, et puis je vais laisser ensuite la parole à Stéphanie. Mais en fait, c'est de se dire, normalement, les services sociaux en itinérance sont des services essentiels. Par contre, quelle piste envisager pour qu'ils continuent d'aider les personnes en situation d'itinérance pendant et après la pandémie? Voilà. Merci Isabelle. Peut-être avant de vous mettre en petite équipe, ce qu'on voit un peu plus globalement à travers toutes ces entrevues et ces processus-là, c'est qu'il y a vraiment à repenser, rebâtir en fait la question des liens, la question de l'accompagnement en fait des personnes en situation d'itinérance. Le paquet a été mis sur le sanitaire, le paquet a été mis sur la réponse d'urgence. On n'est pas sorti encore de la pandémie, mais il y a clairement dans l'essoufflement, il n'y a pas juste un essoufflement physique et clinique et émotionnel et psychologique, mais il y a aussi un essoufflement de retrouver des repères sur de l'intervention, je dirais de retomber sur ses pattes, à la fois comme intervenant, comme organisation, mais aussi dans la relation avec les personnes en situation d'itinérance. Comment on garde des bonnes choses de la pandémie, mais aussi on essaye de revenir à ce qu'on était antérieurement avec un contexte de nouvelles ressources humaines qui, la plupart du temps, n'ont connu que la pandémie ou à tout le moins n'avaient pas nécessairement travaillé longtemps en itinérance antérieurement. Donc, c'est vraiment, je dirais que c'est, on va accompagner avec d'autres webinaires parce qu'on sent qu'il y a cette nécessité de retomber sur ses pattes qui est vécu dans de nombreuses organisations communautaires, mais même institutionnelles, et que c'est ces défis-là d'être encore dans la pandémie et d'essayer d'en sortir. Donc, c'est pour ça qu'on voulait discuter avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire être essentiel, un service essentiel? Quelles sont les pistes
et on va vous lancer dans des petits groupes. Alors, comme d'habitude, on fait appel à votre grande autonomie. Puis je vais laisser Stéphanie vous expliquer ce que ça veut dire être autonome dans un petit groupe.